avec les lois divines et la loi naturelle se distingue de la loi positive. La pensée juridique moderne se caractérise par la panoplie d'idées, notamment la souveraineté de l'État qu'invoque Thomas Hobbes dans le Léviathan, l'existence des droits naturels préexistants à la formation de l'État de John Locke et la souveraineté populaire fondée sur la volonté générale de Jean-Jacques Rousseau. Dans ses fondements de la métaphysique des mœurs, Emmanuel Kant insiste sur la nécessité de la loi, perçue comme un impératif moral basé sur la raison. Hegel, quant à lui, soutient que le droit est l'expression de la volonté universelle de la communauté. De toutes ces considérations, la pensée dawkinienne reste impérieuse grâce à son dépassement. En confrontant la pensée de Ronald Dawkins à des penseurs contemporains, nous avons mis en lumière sa volonté de dépasser la séparation classique entre le droit et moral, en proposant une philosophie du droit fondée sur l'intégrité, l'égalité complexe et la reconnaissance des droits individuels. Il s'oppose aux dérives relatives et relativistes, tout en restant attentif aux critiques, notamment celle de Jürgen Habermas, celle de Michel Foucault et celle d'Amartya Sen. Troisièmement, la pertinence de la théorie des droits de Ronald Dawkins résonne avec certaines réalités concrètes de la mise en pratique du droit et de la justice en République démocratique du Congo. L'authenticité de cette affirmation réside dans l'analyse de notre questionnaire empirique effectué dans les tribunaux de la ville de Butembo, renfermant 5 thèmes portant sur le fonctionnement et l'efficacité du tribunal, l'accès à la justice et satisfaction des justiciables, la transparence et la lutte contre la corruption, l'accès à l'information et la communication, l'amélioration et perspective. Notre questionnaire d'enquête nous a ouvert à une analyse d'une crise institutionnelle, juridique et nous a conduit vers une refondation de la justice. Soumis à 57 enquêtés, dont la plupart travaillent dans les palais de justice, il nous a permis de palper du doigt la réalité juridique locale, relevant les défis du droit et apportant les pistes de solutions. Bien que le droit soit un arbitre essentiel de la vie sociale et qu'il soit omniprésent, sa mise à pratique dans les tribunaux de Butembo se heurte à une crise multidimensionnelle affectant son accessibilité, son efficacité, sa transparence et sa légitimité. De ce qui précède, les problèmes majeurs ont été identifiés, parmi lesquels nous citons le retard dans le traitement des dossiers dans les tribunaux de Butembo, souligné par 42% des répondants, le manque de ressources humaines et matérielles invoqué par 38% d'enquêtés, une injustice 1-1-3 appliquée de manière inégale, arguée par 43% des citoyens. Ces défis marquant les dysfonctionnements structurels, lenteur et opacité des informations conduit aux conséquences juridiques, morales et à une fracture sociale. Face à cette triple crise, il semble réforme technique ne suffira pas. Il est nécessaire d'envisager une transformation éthique et politique reposant sur 4 piliers: les ressources, la transparence, l'accessibilité et la responsabilité répondante. En définitive, il est souhaitable de penser et de passer d'une justice perçue comme mécanique à une justice rationnelle qui conduit à autrui, rendant compte des décisions et qui est capable de se remettre à question, comme le souligne le philosophe Jean-Jacques Rousseau. Plus encore, il serait impérieux de mettre en exergue les principes moraux que prône Ronald Dawkins pour une vraie justice favorisant l'égalité dans sa complexité et dans sa légitimité. Président du jury, chers membres du jury, frères et sœurs, amis et connaissances, c'est avec une profonde humilité que nous mettons fin à notre exposé portant sur la pertinence des droits de Ronald Dawkins pour une justice sociale et la lutte contre les inégalités.
Nous ne prétendons pas avoir tout dit. Nous n'avons fait qu'un premier pas à la connaissance de la théorie des droits de Ronald Dawkins. Ainsi, vos ajouts, vos remarques sont les bienvenus. Merci pour la question. Évidemment, pendant la réalisation de notre travail, nous avons préféré la méthode analytique et compréhensive. Donc c'est une méthode qui porte deux dimensions. La première dimension est analytique. Et quand on fait l'analyse des textes, c'est sûr que je me suis concentré d'abord à mes ouvrages de base, prendre les droits au sérieux et une question de principe. J'ai fait l'analyse, j'ai lu, j'ai décortiqué la pensée de l'auteur, j'ai déshabillé donc les deux livres et après j'ai compris. Cette compréhension m'a mené maintenant à la rédaction du texte. C'est pourquoi j'ai préféré cette méthode. Mais tel que tu as expliqué la compréhension ici, moi j'ai vu tu expliquais la comparaison. Parce que tu as comparé Dawkins avec d'autres auteurs, donc sa pensée que tu as lu après l'avoir analysé et vous l'avez maintenant comparé avec celle des autres, comme John Rawls, comme Hegel, comme je sais, ainsi de suite. Alors tu devrais dire analytique et comparatif. Parce que la compréhension est déjà dans l'analyse, n'est-ce pas? Donc vous allez donc intégrer cette correction. Donc, deuxième question. Vous avez orienté la justice vers l'égalité. Comment comprendre? Est-ce que l'égalité est possible? Merci pour la Comment question. comprendre sa possibilité par rapport à Ronald Dawkins? Parce que vous voulez qu'on soit égaux d'après ça. Merci pour la Alors que nous question avons posée. des sentiments différents et des tendances différentes plutôt. Ensuite, nous sommes marqués par une certaine diversité. En parlant de la pertinence des droits de Ronald Dawkins, j'ai préféré mettre en exergue ou à lumière l'égalité. Parce que dans son ouvrage Prendre les droits au sérieux, Ronald Dawkins propose que tout homme essaie de respecter les droits. Et en respectant les droits, pour compléter son ouvrage Prendre les droits au sérieux, à l'année 2000, mon auteur a écrit un ouvrage très important intitulé La vertu souveraine. Et dans cet ouvrage, c'est là qu'il développe la question de l'égalité. Pour lui, l'égalité est omniprésente. On ne peut pas vivre sans l'égalité pour promouvoir évidemment la liberté. Donc il y a une sorte de corrélation entre l'égalité et la liberté. Et pour répondre concrètement maintenant à votre question, j'ai essayé de développer dans mon texte la compréhension de l'égalité selon Ronald Dawkins. Et cette compréhension a deux volets. Il parle de l'égalité simple et l'égalité complexe. Pour le dire simplement, l'égalité simple consiste à dire que tel que nous vivons dans ce monde ou dans ce pays, nous devons avoir les mêmes biens, même nombre de biens, même nombre de richesses. Par exemple, si je prends une famille où il y a deux parents, un père et une mère et trois enfants, c'est dire que tous ces membres de la famille doivent avoir le même nombre de biens. Par exemple, s'il y a parmi ces trois enfants, il y a l'aîné qui est à l'université, il y a le second qui est encore à l'école secondaire, et le cadet qui est à l'école primaire, et qui étudie dans des écoles différentes. Oui. Malgré la distance qui peuvent se séparer de la maison jusqu'à chacun dans son école, on doit leur donner les mêmes frais de transport. Par exemple, celui qui quitte ici à Boulenguera pour aller étudier à l'IAC à Kampala, et celui qui étudie ici à Bunyuka, celui qui étudie à Kakuba ici, non loin d'ici, on doit leur donner
les mêmes montants pour les transports. Ça, c'est l'égalité simple. Alors, Ronald Dawkins, lui, fait le dépensement de cette égalité simple en prônant l'égalité complexe. À partant de sa pensée, il part de deux œuvres. Il part premièrement de la Charte des droits de l'homme de 1789. C'est le deuxième article, je crois, où il est écrit « Tous les hommes naissent et demeurent égaux devant la loi ». Ça, c'est la première chose. Et il parle aussi de l'ouvrage de Michel Gaucher. Bon, pour ne pas perdre le temps, je crois que tu peux dire tout simplement que... non, il n'a pas encore répondu. Il est en train de nous perdre dans les livres, dans les chartes. Je crois qu'il s'agit du traitement égal aux citoyens, je crois. C'est pas ça. C'est pas ça. J'étais en train maintenant d'aller vers la complexité de l'égalité. Allez-y. La complexité de l'égalité, bon, je vais essayer d'être bref. Je prends l'exemple d'une famille, comme je l'ai dit. Je peux prendre l'exemple d'une communauté religieuse où il y a un supérieur, il y a les formateurs, il y a aussi les jeunes en formation. Alors, la complexité des droits de Ronald Dawkins demande à ce qu'on réponde aux besoins de chacun selon sa dimension ou selon ses besoins. Voilà, c'est-à-dire que les supérieurs peuvent avoir beaucoup de choses à dire. On doit lui ajouter par exemple... Arrête là. C'est-à-dire c'est donner aux citoyens les traitements égaux selon... La réponse à cette question peut se trouver dans le premier chapitre, je crois à la page 10, où je parle de la place des minorités. C'est dire que dans notre société, nous n'avons pas les mêmes capacités. Chacun a sa capacité de travailler. Alors, dans un pays où certains travaillent dur et d'autres travaillent moins, je crois que l'égalité complexe serait appliquée aussi à ce niveau, par le fait que si je n'ai pas la capacité de travailler par exemple 10 mètres carrés par jour, alors que d'autres ont la capacité de travailler 50 mètres par jour, cela est dû à ce que je suis. Je ne l'ai pas choisi, je l'ai subi, au contraire. Alors, l'égalité complexe de Ronald Dawkins demande à ce que on respecte les droits individuels. Donc, on doit tenir de mon individualité. Dire que ce n'est pas injuste que je travaille une petite quantité à cause de ma faiblesse, mais c'est juste de le faire de cette manière si je le fais avec volonté, bien que je ne parviens pas à aboutir à ce que les autres peuvent faire. Vous ne pouvez pas prendre directement cette voie pour vouloir se venger ou réclamer leurs droits. D'une part, ils pouvaient avoir raison dans ce sens, puisqu'ils sont les légitimes héritiers du pays ou bien de l'État, mais ils ne pouvaient pas prendre directement cette voie d'extermination. Ok. Alors, dans le régime totalitaire, là, Oui. est-ce que le pouvoir était utilisé d'une manière rationnelle ou bien il y avait l'idéologie à l'intérieur? Il y avait l'idéologie justement. Et qui était à la tête de cette idéologie-là? D'abord, il y avait Hitler en Allemagne qui était vraiment à la tête avec son parti nazi, national-socialiste. Alors, c'est à partir de là qu'ils ont essayé d'utiliser une idéologie qui était déjà là. Ils se sont servis pour essayer de trouver des raisons pour mettre en application cette machine d'extermination. Est-ce que ces faits s'est passé comme ça ou bien il y a eu un tribunal? Il y a eu le tribunal évoqué la question de travail, Oui. de l'œuvre et de l'action. Oui, pouvez-vous différencier les choses?
Oui, de manière simple. Hannah Arendt, quand ce qu'elle entend par le travail, c'est tout ce qui permet la subsistance. Donc le travail, on peut dire un travail champêtre. Là, elle classe ce qui permet de survivre, donc on consomme. On consomme pour la survie. Et ça ne dure pas. Alors que l'œuvre, chez Hannah Arendt, c'est justement dans le cadre où on fait quelque chose, mais qui est dans la durée. Et même si l'on meurt, l'œuvre reste. Alors dans ce cadre-là, Hannah Arendt classe par exemple la maison. La maison, c'est une œuvre humaine. Mais même si l'homme meurt, la maison reste. Les œuvres d'art, ça ce sont des œuvres. C'est ce qu'Hannah Arendt classe comme œuvre. Et d'autres choses. Quant à l'action, chez Hannah Arendt, l'action est proprement politique. Parce que en parlant de l'action, chez Hannah Arendt, ça c'est de la résistance. Donc lui, il résiste beaucoup sur la guerre des faciles, qui consiste à faire face à l'ennemi pour ne pas mourir. C'est-à-dire la voie de sortie serait La guerre des faciles. à deux niveaux. La voie militaire peut aussi mettre fin à la guerre, Effectivement. mais aussi la voie politique. Effectivement. Sauf à lui, la voie. Alors quelle est la voie privilégiée? Selon La voie privilégiée. la voie la meilleure. La voie privilégiée. Vous pouvez conseiller aussi pour notre pays par rapport à la situation que nous traversons. La voie politique et la voie militaire. Vous savez, la force d'un État, c'est d'abord les militaires. Là où il n'y a pas de militaire, vraiment, on ne réussit jamais. Ça vient après, mais d'abord, la racine, c'est d'abord l'armée. C'est ainsi que je peux dire que la voie privilégiée, ça sera la voie militaire pour faire face à l'ennemi, pour parvenir. Merci. Alors, ce qu'il a donné, Hannah Arendt dit, vous avez pris un affaire si ancien pour parler de ça. Effectivement, on voit vraiment avec Napoléon, c'était juste la guerre, il fallait écraser. Mais alors, les auteurs actuels, quand même, tendraient de nous donner d'autres perspectives, effectivement. Bon, je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire un peu les auteurs actuels, comme le Walser, Blumenmann, qui essaye de montrer qu'il y a une autre façon maintenant de réfléchir. Particulièrement, la relation psychologue-patient constitue un observatoire privilégié des tensions qui traversent la question du lien interspectif. Marquée par une asymétrie structurelle, cette relation aussi est souvent entre bienveillance thérapeutique et réduction de l'autre à un cas, un symptôme ou un diagnostic. C'est à partir de cette dynamique que se déploient les voies secondaires de notre interrogation principale. Dans quelle mesure une lecture boubérienne de cette relation permet-elle de la reconfigurer comme une rencontre existentielle, sans pour autant occulter les exigences méthodologiques ni les contraintes propres au cadre thérapeutique? Et comment penser une telle transformation dans des sociétés où les tensions historiques, culturelles et institutionnelles rendent difficile l'émergence des relations fondées sur la confiance? À cette problématique, nous avons réservé quelques réponses, les éléments des hypothèses. Dans le domaine des soins de santé, les éléments constitutifs de la confiance réelle, selon Martin Buber, pourraient être identifiés comme la rencontre authentique, le dialogue, la réciprocité, le respect mutuel et l'empathie. Ces dimensions relationnelles ne sont pas accessoires. Elles font de la qualité du lien intersubjectif et influencent directement les résultats psychologiques. En effet, l'empathie en tant que capacité à comprendre l'autre et à interagir en conséquence constitue un vecteur majeur d'amélioration de la relation thérapeutique. Pour Buber, la véritable rencontre a lieu dans le cadre de la relation gétu, caractérisée par la réciprocité,
la présence et la reconnaissance de l'altérité. C'est dans cette dynamique que l'individu peut se constituer comme sujet, transcender son isolement et accéder à une relation profonde. Dans les contextes cliniques, cette approche relationnelle se traduit par une amélioration de la qualité du lien psychologue-patient avec des effets positifs mesurables sur les traitements. Ainsi, les études démontrent que le niveau d'empathie du thérapeute est corrélé à de meilleurs résultats cliniques, validant l'importance d'une relation fondée sur la compréhension réciproque. Toutefois, Buber identifie un obstacle majeur à cette relation authentique, la chosification de l'autre, symptôme d'un regard scientiste qui réduit la personne à des déterminations objectives, à un simple cas ou symptôme. Cette critique s'étend au-delà du cadre clinique et rejoint les enjeux contemporains des relations internationales. Dans les rapports entre pays occidentaux et sociétés africaines, la pensée bubérienne reste d'une grande actualité. Elle appelle à une éducation au dialogue, à une humanisation des interactions et à une réciprocité véritable entre les peuples. Il s'agit là de poser les fondements d'une humanité de confiance, capable de dépasser les logiques d'objectivation au profit d'une relation intersubjective authentique. L'intérêt de cette recherche réside donc dans ce double ancrage. D'une part, une analyse philosophique exigeante d'une pensée dialogique, méconnue ou sous-estimée en contexte clinique. D'une autre part, une réflexion pratique sur la manière dont cette pensée peut éclairer, enrichir, voire transformer les pratiques psychothérapeutiques contemporaines, particulièrement dans des contextes non occidentaux où la relation thérapeutique est en quête de pertinence culturelle, d'humanité et de sens. En adoptant une méthode analytique orientée vers une lecture compréhensive, notre objectif est d'élucider la signification profonde de la relation G-tu en tant qu'elle constitue chez Buber les noyaux d'une éthique du dialogue et d'une ontologie de la réciprocité. Nous nous attacherons à examiner les ambitions fondamentales du philosophe. Monsieur le Président du jury, Monsieur le membre du jury, distingués invités, bonjour. À ce moment, nous avons la joie de nous tenir devant vous pour vous présenter les condensés de notre recherche portant sur penser le droit au creuset de la démocratie délibérative. En effet, tel que nous l'avons développé dans notre travail, les sociétés contemporaines deviennent de plus en plus des sociétés multiculturelles. Selon Habermas, nous sommes dans un pluralisme méthodologique rassemblant tout à la fois les points de vue de la théorie du droit moral et social. Dans ce pluralisme, les groupes minoritaires, ethniques ou nationaux réclament une reconnaissance publique et les moyens de préserver leur identité culturelle. Cette revendication n'est pas sans susciter des conflits qui menacent parfois l'unité et l'harmonie territoriale des États. Ainsi, on assiste à des incompréhensions entre les hommes qui aboutissent parfois à des querelles, conflits, disharmonies, etc. Dans ces contextes, la réponse à cet enjeu devenu presque incontournable constitue à notre humble avis l'un des plus grands défis pour la démocratie. D'où notre problématique: de quelle façon devons-nous légiférer nos lois de sorte qu'elles permettent une solide intégration à nos sociétés complexes? C'est autour de cette question problématique que nous avons effectué nos recherches. Cette investigation n'a pas été exhaustive du fait que la pathologie à laquelle se confrontent plusieurs États est à la base de plusieurs théories. Ces théories se proposent de retrouver des solutions à la façon d'édiction des lois qui peuvent harmoniser nos sociétés complexes de manière démocratique. Il est important de les souligner, la théorie de la démocratie délibérative de Jürgen Habermas a plus attiré notre attention. Quel est donc le contenu de la théorie délibérative? Selon Habermas, la démocratie délibérative se propose de donner au peuple d'être auteur de ses propres lois.
En effet, il semble qu'au-delà de produire des principes pour réglementer la vie sociale, les droits peuvent être aussi à la base de la désharmonie s'il n'est pas bien édicté. Tel semble être le cas dans plusieurs pays africains, dont la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, cherchant à répondre à la question pathologique, nous avons choisi 3 autres questions qui nous ont permis de creuser la prometteuse théorie délibérative. Ces questions sont les suivantes. Qu'est-ce que le droit à démocratie délibérative? En quoi la démocratie délibérative est-elle efficace par rapport à d'autres formes de démocratie? Quels mécanismes devons-nous adopter pour nous approprier une telle pensée? Quelques hypothèses nous ont aidés à bien mener notre investigation. Ces hypothèses ont été formulées de manière à constituer les 3 chapitres sur lesquels s'est étendue notre investigation. La première hypothèse énonce que, dans les systèmes de droit à démocratie délibérative, les citoyens se proposent eux-mêmes des lois au moyen d'une formation de l'opinion, de la volonté structurée par la discussion et se légitime en fonction de ces lois. La deuxième stipule que l'efficacité de la démocratie délibérative est d'amener les hommes vivant en société à une intercompréhension. Dans ce sillage d'idées, les droits visent l'intégration sociale qui doit passer dans un processus juridique caractérisé par la présentation des meilleurs arguments dans l'espace public. La troisième hypothèse, la conception de nos droits devrait nous permettre d'étendre vers une démocratie délibérative. Ainsi, le droit remplit un rôle essentiel dans la société en tant que garant du dialogue et de la communication entre les individus. Habermas considère les droits en démocratie délibérative comme un moyen de réguler les interactions sociales de manière juste et équitable, en permettant aux citoyens de résoudre les conflits de manière légitime. Les droits contribuent à la formation d'une sphère publique où les citoyens peuvent librement débattre des valeurs et des thèmes de leur société, ainsi le progrès démocratique et la justice sociale. Quelques procédures et mécanismes peuvent permettre les sujets du droit à délibérer à propos de la vie qu'ils vont mener dans leur société. Selon Amartya Sen, ces mécanismes peuvent consister à la capacité au pluralisme des valeurs et la démarche procédurale. Chez Jürgen Habermas, le processus est tel que par la communication, les citoyens libres et égaux, se considérant réciproquement par une intercompréhension, peuvent, à travers une communication réussie, aboutir à des compromis qui permettent l'harmonie. Par la discussion, les participants peuvent apprendre à argumenter pour justifier leurs avis publiquement. À travers les arguments meilleurs résultats de la discussion, on peut parvenir à la construction d'une société juste et équitable, puisqu'en effet, les participants pourront se sentir auteurs de leur propre nom. La création des espaces publics peut permettre la réussite de toute la procédure qu'implique la démocratie délibérative. Par la théorie procédurale de la démocratie délibérative, Habermas a voulu résoudre le problème du pluralisme social et culturel des sociétés modernes. Cette théorie procédurale conduit à la légitimité politique comme résultat d'un processus public large et inclusif de délibération et de prise de décision entre citoyens rationnels, libres et égaux. Les normes et les principes... 4 minutes. Merci. Les normes et les principes justifiés de manière impartiale entre les individus intéressés afin de recevoir le consentement de tous. La justification publique suppose l'organisation d'un débat qui permet à chaque citoyen de présenter librement ses raisons à d'autres individus par la socialisation. Le processus de délibération fournit un ensemble d'arguments acceptés par tous dans les débats publics. D'une part, cette démarche peut favoriser un modèle de démocratie participative en République démocratique du Congo pour l'intégration des Congolais. Nous avons abordé notre travail à 3 grandes parties. Tout d'abord, nous avons essayé de présenter quelques généralités sur les droits à démocratie délibérative. Le but n'a pas été pour nous de révéler toutes les acceptions philosophiques, éthiques et morales en sein de ces concepts qui mobilisent les actions des hommes pour organiser leur vie en société.
3 notions ont retenu notre attention, notamment la communication, la discussion et l'espace public. Nous avons démontré dans les premiers points la tension qui peut exister au cours du processus discursif. Enfin, le troisième chapitre nous a permis d'asseoir la théorie de un essai de la théorie de la démocratie délibérative dans une entité multiculturelle. Nous avons choisi comme champ d'action la République démocratique du Congo. Nous avons démontré la possibilité de la théorie de la démocratie délibérative. Nous ne prétendons pas avoir donné une théorie parfaite et infaillible ou avoir épuisé la pensée de Jürgen Habermas. À partir de sa théorie, nous avons montré qu'il existe d'autres formes de gouvernement qui ouvrent à d'autres horizons de recherche. Vos questions, vos suggestions et vos remarques me sont les bienvenus. Je dis et je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le Président du jury, membres du jury, chers parents, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Comme vous le savez bien, si nous sommes présentement devant vous, c'est pour partager ensemble le fruit de notre recherche qui a porté sur ce thème du droit à la reconnaissance chez Charles Taylor. Le livre principal qui nous a aidé à élaborer ce travail est celui-ci, c'est Multiculturalisme, différence et démocratie. Sans plus tarder, suivons la lecture. Depuis les temps immémoriaux, l'être humain vit en société. Cette coexistence sociale lui exige à reconnaître des droits individuels et collectifs. L'être humain se confronte de plus en plus aux cultures différentes à la sienne, et dans cette diversité, il se trouve dans une société multiculturelle. Laquelle société, les minorités culturelles revendiquent souvent une reconnaissance publique et des moyens pour préserver leur identité. Dans cette optique, Charles Taylor, dans sa réflexion sur la reconnaissance dans le multiculturalisme, explore comment gérer la diversité culturelle tout en maintenant la cohésion sociale et les valeurs démocratiques. Selon lui, la reconnaissance n'est pas seulement une politesse que l'on fait aux gens. Cette société multiculturelle et démocratique devrait chercher à valoriser la liberté et l'égalité de tout le peuple, aussi à dynamiser le respect mutuel à l'égard de différences culturelles, intellectuelles, raisonnables et politiques. L'effet en est que la non-reconnaissance ou la reconnaissance inadéquate peut vous causer du tort et constituer une forme d'oppression en emprisonnant certains dans une manière d'être fausse, déformée et réduite. Disons en ce sens qu'en vivant dans une société où le respect culturel n'est pas observé, l'identité culturelle peut être déformée lors du contact avec les autres donneurs de sens. C'est pourquoi la question de la reconnaissance culturelle s'avère aujourd'hui plus vive que jamais dans notre société. Elle est également l'une des questions qui sans cesse préoccupe l'homme de tout temps et de partout, car chaque société actuellement est exposée à cette pluralité culturelle. Ce qui est nouveau est que cette diversité est en séjour au cœur de controverses dans le monde, mais aussi en République démocratique du Congo en particulier. C'est une question épineuse que nombreux penseurs cherchent à découvrir à travers la reconnaissance. De ces faits, certains penseurs, en l'occurrence John Rawls, affirment dans ce principe de différence que cette distinction de culture entre le peuple est d'une importance capitale, car les inégalités ne sont justifiées que si elles sont censées apporter le plus grand bénéfice possible à la classe sociale la moins avantagée. Ceci peut constituer alors plusieurs malentendus au sein de la société. D'où ces questionnements. Est-il possible de garantir l'égalité et le respect des cultures diverses dans une société démocratique? Comment préserver l'identité culturelle des individus tout en promouvant l'intégration dans la société d'accueil? Comment concilier les différences culturelles, notamment en termes de valeurs et de normes, pour bien gérer les tensions et les conflits en République démocratique du Congo? C'est autant de questions qui ont alimenté les argumentations et notre réflexion dans ce travail sur la reconnaissance dans le multiculturalisme de Charles Taylor. En fait, la reconnaissance des identités culturelles différentes est nécessaire
pour assurer la justice sociale et politique dans les sociétés multinationales et singulièrement en République démocratique du Congo. Car les individus ont besoin non seulement des droits individuels, mais aussi des droits collectifs pour préserver leur identité culturelle. C'est-à-dire, le respect de la diversité culturelle est une composante essentielle de la justice sociale et de la politique en société. En outre, pour une bonne marche sociale, il serait nécessaire de faciliter des dialogues ouverts et constructifs entre les différents groupes culturels en vue de promouvoir la cohésion sociale et l'égalité entre le peuple. Car une société démocratique doit traiter tous ses membres comme des égaux. C'est pourquoi, pour l'électeur congolais, Charles Taylor est digne d'intérêt. Sa pensée, sa méthode et sa solution appliquée à cette thématique nous est d'une grande importance, puisqu'en ce sujet, il examine comment les sociétés démocratiques actuelles peuvent reconnaître et gérer les différences culturelles tout en maintenant la cohésion sociale. Disons que sa pensée sur la société réside dans sa capacité à offrir des perspectives critiques sur les politiques publiques et les pratiques sociales compatibles au multiculturalisme et à la coexistence pacifique au sein des sociétés pluralistes. C'est ainsi que nous avons intitulé ce travail du droit à la reconnaissance chez Charles Taylor. Pour dégager l'objet de cet itinéraire, la pensée de Charles Taylor a orienté notre réflexion. En outre, pour mener à bien cette investigation, nous avons adopté la méthode analytique qui nous a permis d'exploiter minutieusement l'œuvre de Charles Taylor intitulée Multiculturalisme, différence et démocratie. Soulignons que ce présent itinéraire s'articule sur 3 chapitres. Dans le premier chapitre intitulé La reconnaissance, selon Charles Taylor, on a compris que ce dernier offre un cadre possible pour aborder les défis, mais aussi les avantages du multiculturalisme dans les sociétés contemporaines. Pour lui, la reconnaissance de l'identité culturelle est indispensable à la dignité et à l'épanouissement des individus. Il met ainsi en garde contre une conception trop uniformisante de l'identité nationale qui risquerait de marginaliser ou d'assimiler les minorités culturelles au détriment de leur liberté. Dans le deuxième chapitre qui s'articule comme suit, reconnaissance et dépassement des complexes culturels, une critique du libéralisme classique face aux dynamiques majoritaires et minoritaires, on a compris que le dépassement des complexes culturels passe par la mise en pratique de la reconnaissance. Celle-ci constitue un outil incontournable pour la résolution des conflits dans les sociétés démocratiques modernes. Charles Taylor offre ainsi un modèle démocratique plus inclusif et équitable dans lequel les différences ne sont pas seulement tolérées, mais pleinement reconnues et intégrées comme une force collective permettant de lutter contre les discriminations. De plus, il critique le libéralisme classique pour son universalisme abstrait qui tend à ignorer les particularités culturelles et les identités collectives. Dans le troisième chapitre consacré à la reconnaissance culturelle en République démocratique du Congo, applications et réalités actuelles, on a souligné que la reconnaissance culturelle offre un cadre de réflexion pertinente pour l'Afrique en général et pour la République démocratique du Congo en particulier, où la diversité culturelle représente à la fois une richesse et un défi. L'application de cette reconnaissance en République démocratique du Congo permettrait de construire une société plus harmonieuse où chaque groupe ethnique, linguistique ou culturel se sentira respecté et valorisé. Un tel processus renforcerait le tissu social et contribuerait à l'établissement d'une démocratie plus stable et inclusive. Grosso modo, la reconnaissance telle qu'exposée par Charles Taylor dans son ouvrage Multiculturalisme, différence et démocratie est un droit à l'identité culturelle et individuelle. Elle est essentielle à la dignité humaine, à la justice sociale et à la coexistence pacifique. Charles Taylor souligne que dans les sociétés multiculturelles, les identités sont façonnées non seulement par l'expérience personnelle, mais aussi par la manière dont elles sont perçues et validées par les autres. Dans cette dynamique, nier ou dévaloriser une identité revient à infliger un tort moral. Dès lors, la reconnaissance revêt une importance capitale. Elle valorise les différences culturelles tout en favorisant l'harmonie collective. Charles Taylor insiste en ce sens sur la nécessité de trouver un équilibre entre l'universalité des droits de l'homme et la reconnaissance des spécificités culturelles.
Cette vision appelle à une révision des pratiques démocratiques afin d'inclure et de respecter l'unité nationale ou compromettre les valeurs fondamentales partagées. Ainsi, ce travail vise à promouvoir un vivre ensemble harmonieux au-delà des différences, car la reconnaissance n'est pas seulement une politesse que l'on fait aux gens, c'est un besoin humain vital. Nous n'estimons pas avoir tout dit en ce sujet, car il peut être développé de plusieurs manières. Mais cette recherche a donné une vision à quiconque veut approfondir cette notion, à saisir son sens. Vos critiques, vos ajustages, vos suggestions sont les bienvenus. Je vous remercie. Merci. Parole accordée. C'est avec un grand intérêt que j'ai lu le travail de Louis et Nina, un travail portant sur le droit à la reconnaissance chez Charles Taylor. De prime abord, il faut noter que sur le plan formel, le texte est clair et d'une lecture aisée, dans un tout bien cohérent. Les normes méthodologiques sont dans l'ensemble bien respectées. Peux-tu nous énoncer, peux-tu nous donner clairement 2 ou 3 défis majeurs du multiculturalisme? Merci. Ce que je peux dire comme défi du multiculturalisme, 2 ou 3. Le premier défi, c'est que le multiculturalisme veut prôner une égalité. Or, l'égalité ne peut être possible, n'est pas souvent possible, parce que chacun peut être unique à son genre. Même si on est de la même culture, on est des mêmes régions, mais on peut aussi chaque fois agir selon son comportement. Ça aussi, c'est parmi les premiers défis. Et le deuxième défi que je peux donner pour le multiculturalisme est la pluralité dans les cultures, comme si on prend les cultures en vrac, au lieu de parler d'abord de multiculturalisme, et mieux serait de parler de l'interculturalité. Parce que dans le multiculturalisme, comme si les cultures sont jetées en vrac. Mais si on parle d'interculturalisme, pour arriver aux multiculturalités, ça peut être bien, parce que si les cultures entre elles n'est pas dans une bonne coexistence, c'est toujours difficile d'être en coexistence avec d'autres cultures. Parce que si chez chacun, tu ne te reconnais pas, c'est difficile de reconnaître l'autre. C'est aussi parmi les défis du multiculturalisme. Pour les défis, c'est ça ce que je peux dire. Ok. Multiculturalisme. Est-ce qu'il y a quelque part où Taylor évoque aussi la question de la reconnaissance des minorités? Comment vous appelez les minorités sexuelles? Est-ce que je veux juste savoir si quelque part il fait allusion à ça? Oui, oui. Si vous essayez de lire les livres de base, vous comprendrez qu'il invoque aussi, d'une manière ou une autre, la minorité, le problème du féminisme. Là. Oui, je veux dire lesbiennes, les homosexuels, et que ça. Il n'invoque pas ça vraiment du tout dans ce sens-là. Mais il invoque ça dans le sens où on doit savoir que les femmes doivent aussi être considérées, en tout cas comme tout le monde. Parce que souvent, dans nos sociétés ou dans certaines sociétés ou dans les temps, quand la femme était en agitation, on passait comme si c'était une maladie. Alors ça ne facilitait pas la coexistence. Mais on doit comprendre que c'est une étape de la vie où c'est une richesse aussi, ça arrive et ça passe. Mais il n'évoque pas pour dire que les lesbiennes, les homosexuels, les choses là, il n'aborde pas vraiment dans ce sens-là. Tout à fait. Ok. Bon, si Charles Taylor ne les évoque pas explicitement, maintenant au regard de ta problématique,
au regard de cette question de la reconnaissance, c'est ça? La reconnaissance de la diversité culturelle. Qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que tu peux prendre comme position par rapport à la question ou à la problématique de la reconnaissance des homosexuels, la reconnaissance des lesbiennes, etc. Qu'est-ce que toi tu en penses personnellement, indépendamment de Charles Taïga? Pour ma part, je vois que dans le sens de la reconnaissance, reconnaître les lesbiennes ou l'homosexualité, en tout cas, n'est pas du tout un problème. N'est pas du tout un problème pour ma part. N'est pas du tout un problème parce que l'homme est lié à des valeurs, à des traditions. Et puis, comme je disais au départ, chacun est capable de faire un choix. De faire un choix dans la vie, dans la société, de faire un choix. Alors, quand quelqu'un arrive pour montrer un regard qui n'est pas le nôtre, souvent on est bouleversé. On est bouleversé. Pour dire que condamner les lesbiens ou l'homosexualité, en tout cas, je ne peux pas placer beaucoup de mots par rapport à les négliger. Mais si on essaye de l'inclure, de vivre symphoniquement, de vivre en harmonie avec ces gens-là, de leur donner leurs droits, ce qu'ils méritent, en tout cas, ça ne sera pas du tout un problème que de dire on va les abandonner parce que vraiment, c'est quelqu'un qui a des valeurs qu'on doit aussi respecter. Parce que comme Africain, vous pouvez aussi encourager cela. Comme Africain, ça fait un petit problème. Mais comme je viens d'aborder la question du multiculturalisme, je viens de bien dire que on est dans la diversité culturelle. Et dans la diversité culturelle, chacun a son regard. Mais si on essaie de faire seulement un dialogue constructif ou un dialogue qui facilite le marché ensemble, un dialogue qui facilite la coexistence pacifique dans la société plurinationale ou dans la société en diversité culturelle ou dans des tendances diverses, en tout cas, ce ne sera pas du tout problème. Est-ce que la reconnaissance des autres exclut la question d'éthique? Merci. La reconnaissance des autres n'inscrit pas la question d'éthique, parce que j'ai évoqué ça aussi dedans dans le travail. Mais ce qui est là comme réalité ou ce qui est comme vision est que si on parle de notre culture ou de notre contrée ou de notre pays, en tout cas, on ne saura pas prendre les décisions parce que si je prends comme le cas, je sors un peu, je prends le cas de la démocratie, pour adapter ça, comme on dit, adapter ça aux réalités congolaises, c'est tout complexe parce que si vous adaptez ça aux réalités congolaises, c'est de l'Ouganda, disons que nous adaptons aussi la démocratie à nos réalités, et ça sera combien de démocratie? Ça sera combien de démocratie? C'est que pour dire que, en tout cas, les questions éthiques, on doit toujours savoir comment apprécier ou accepter ce qui est bien. Ce qui est mal pour toi dans ta culture, en tout cas, tu n'as qu'à laisser. Ok. Tu n'as qu'à laisser. Je vais un peu plus loin. Oui. Donc, je suis focalisé toujours sur cette problématique, la reconnaissance des minorités sexuelles comme homosexuelles, lesbiennes. Est-ce par rapport à la loi divine ou la loi naturelle, tu ne trouves pas qu'il y a un problème? La loi divine et la loi naturelle. Est-ce que cette loi
peut nous permettre vraiment de reconnaître aussi cela. Merci. Vous allez dans la, je vois la Bible, je vois les choses de l'Église. Merci beaucoup. Je pense que nous étions tous informés ou au courant quand j'entre à l'église, quand les évêques d'Afrique sont partis, ils sont envoyés les représentants, Fridolin Ambongo, pour dire au pape que la bénédiction des couples homosexuels, en tout cas chez nous, ça ne passe pas en Afrique par rapport à nos traditions. Et le pape avait répondu que nous ne bénissons pas les couples, mais nous bénissons les gens là parce qu'ils sont des images, ils sont les personnes qui ont l'image de Dieu. C'est que on ne peut pas dire que bafouer les gens là ou les rejeter, mais si on essaye, comme je disais au départ, de vivre symphoniquement, de vivre en harmonie avec eux, en tout cas, ça ne sera pas du tout problème. Même la Bible, on ne peut pas négliger quelqu'un dire que bon, parce que toi tu fais homosexuel ou bien parce que toi tu deviens lesbien, en tout cas, tu n'es plus homme ou tu n'es plus. Je ne peux plus vivre en collaboration avec toi. Okay. Alors je vois que ça peut être passable. On ne peut pas identifier une personne avec le mal qu'il commet. Alors, ici, une petite préoccupation. Dans le travail, donc, tu n'as pas fait allusion à quelques auteurs africains, voire même congolais, qui énoncent des concepts pertinents pour pouvoir illustrer cette problématique de la reconnaissance. Hein? Tu vois ces auteurs? Je vois par exemple mais ces concepts-là, hein, quand je les ai manqués dans le texte, je me suis dit, mais quand même. Hein? Oui, bon, c'est pour dire, je dis dans certaines dispositions, hein, condamne explicitement la discrimination. C'est ça. L'égalité des droits. Donc, ce sont des dispositions qui sont clairement énoncées dans les textes officiels de la République démocratique du Congo. Et notre ouvrage. Effectivement, tel que le prof Macomer a voulu le dire, c'est la reconnaissance des minorités sexuelles. Ce qui est sur le Charles Taylor, sa plus grande problématique, c'est d'abord une méthode culturelle, c'est ce qu'il voulait. Mais qu'en revenant à ça, effectivement, il a été ouvert, comme tu as répondu, à ce qu'on soit capable de vivre ensemble, même avec quelqu'un qui n'est pas de ma tendance. Alors, maintenant, ce que je voulais peut-être, tu n'as pas bien exploité la partie identitaire. C'est reconnaître soi-même. Voilà. Je n'ai pas en train d'insister sur cet aspect. Parce qu'on doit seulement reconnaître l'autre et soi-même. La reconnaissance, normalement, ça commence par soi pour fixer les regards sur l'autre. Parce que si on ne se reconnaît pas sa place, on ne peut pas reconnaître l'autre comme je disais au départ. Alors voilà, c'est ça ce qu'il y avait comme dialogue avec Ricoeur. Effectivement, Charles Taylor fait dialogue avec Ricoeur. Et dans un article que Ricoeur lui-même avait publié dans un collectif sur Taylor, Ricoeur lui-même avoue que Charles Taylor lui-même aussi avoue que Ricoeur l'a aidé à se comprendre. Quand il faut faire la reconnaissance de soi-même par un choix d'une identité personnelle. C'est chaque jour qu'on se fait et chaque jour qu'on doit travailler à la reconnaissance. Alors il fallait insister sur cet aspect. Bon, s'il n'y a pas une autre... Oui. Il fallait au niveau juridique, les mécanismes de cette reconnaissance au niveau juridique, à les constitutions de pays et ainsi de suite, sont des instruments importants qui garantissent cette reconnaissance. La reconnaissance n'est pas seulement social, dans les relations interpersonnelles, pas seulement à ce niveau-là, hein,
mais aussi au niveau des instruments, hein, des instruments. Il faut approfondir ça. Bon, merci beaucoup, je crois qu'on a bien fini. Merci pour... Rapidement à l'extérieur. Allô,